Sur quelques 15 000 taxis parisiens, on comptait voici un an à peine 70 chauffeurs femmes. On en compte 500 aujourd'hui. Ce qui n'est pas pour déplaire à la clientèle masculine. Ainsi, le fait est là, absolu, officiel, la femme s'est bel et bien installée au volant. Elles tiennent fermement le volant. La première personne à le tenir fut même une femme. Bertha Benz est la femme de Karl Benz, le fondateur de la marque allemande alliée aujourd'hui à Mercedes. Mais pas seulement. Bertha est une businesswoman avant l'heure. Avant d'épouser Karl, elle investit son argent dans son atelier et invente même les plaquettes de frein. Des années plus tard, tandis que son mari, perfectionniste, a encore le nez dans la mécanique, elle prend de la hauteur. Elle voit tout de suite l'intérêt commercial et sociétal de l'automobile, la mobilité. Avec 2 de ses fils adolescents, elle s'empare de la voiture prototype pour rendre visite à sa mère. Cette visite familiale, avec plus de 100 km au compteur, devient la démonstration parfaite du potentiel de l'automobile. En France, d'autres femmes ont marqué l'histoire de l'automobile. Emmanuelle Piat, responsable Histoire et Patrimoine de l'Automobile Club de France, nous l'explique. Les liens entre l'automobile et la femme, ou plutôt devrais-je dire entre la femme et l'automobile, évoluent au même titre que la société. À savoir que dans un premier temps, l'automobile était par exemple réservée à une élite et les premières utilisatrices de ces automobiles étaient des personnes qui faisaient partie de l'aristocratie ou de la grande bourgeoisie. Mais très vite, certaines personnalités sont très vite démarquées. Je pense notamment à la duchesse d'Uzès, Madame Anne de Mortemart, qui n'est autre que la première femme à avoir décroché son permis de conduire le 23 avril 1898 pour être précis. Donc cette femme était elle-même propriétaire d'une automobile, d'une Delahaye, pour ne pas la citer. Donc Anne de Mortemart, qui avait 51 ans à l'époque, était souvent revêtue de son chapeau noir et pour l'occasion était accompagnée de 3 examinateurs de la préfecture de Paris était au volant de son automobile. Ces 3 examinateurs donc, ont accordé le permis à cette femme et cet exploit donc, a été relaté dans la presse de l'époque. Donc c'était une femme moderne, si je peux m'exprimer ainsi, puisque à côté de l'aspect très traditionnel de l'éducation de ses 4 enfants, elle était également une femme engagée en politique, une femme qui était amatrice d'automobile, qui était également, à titre d'exemple, la fondatrice de l'Automobile Club féminin, du premier au monde en l'occurrence. Camille Dugast réussit quant à elle à rejoindre le cercle très masculin de l'Automobile Club de France dès 1904, soit 22 ans avant la création de l'antenne féminine. Camille Dugast, elle est l'une des pionnières à avoir obtenu également son permis de conduire, pratiquement dans les mêmes temps que la duchesse d'Uzès. Elle était également propriétaire d'automobiles, de même de plusieurs automobiles, ce qui était assez extraordinaire à l'époque, en l'occurrence une Peugeot et une Panhard Levassor. Et c'était une femme passionnée par les sports extrêmes. Elle était passionnée d'alpinisme, de parachutisme, d'escrime, de luge. Donc la duchesse d'Uzès a été la première femme pilote licenciée par l'Automobile Club de France. Et elle avait d'ailleurs participé aux épreuves sportives les plus prestigieuses de l'époque, telles que le Paris-Berlin en 1901 ou encore le Paris-Madrid en 1903. Petite anecdote, lors de cette dernière épreuve, Camille Dugast a même sauvé la vie de l'un des concurrents qui était accidenté, ce qui montre tout le courage de cette femme qui a vraiment marqué les esprits à l'époque. Mais si les femmes de l'aristocratie posent leurs souliers sur les pédales, il s'agit bien d'une transgression réservée à l'élite. L'automobile reste un symbole viril, malgré le militantisme des suffragettes, puis la mobilisation des femmes qui mettent les mains dans le cambouis pendant les conflits mondiaux. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, un permis de conduire sur 20 seulement est attribué à une femme. Fin des années 60, presque un conducteur sur 3 est une femme. Monsieur, votre opinion sur la conduite féminine? Ça me gêne un peu. Alors, je peux vous parler de ma petite amie. Elle s'en sort très bien. Jolie jambe, hein. Feu rouge, feu vert, elle mélange tout. Sa conduite ne manque pas de fantaisie. Et sa place préférée, c'est à côté de moi. Elle a une façon de conduire tellement douce. Sexisme et émancipation se côtoient ainsi étonnamment. Le rétroviseur, ça lui rappelle son cabinet de toilette. La boîte à gants, son armoire à linge. Elle va vite, bien sûr, parfois. Elle va faire des ménages, non?
Mais quand les vitrines le méritent, elle sait prendre son temps. Ces tendances se reflètent bien entendu au salon de l'automobile. Outre les multiples hôtesses, jolies faire-valoir, un nouveau profil féminin apparaît sur le salon en 1953. Denise Colcombet devient ainsi la première femme à vendre des voitures. Des femmes devant le capot plutôt qu'au volant, rares sont les constructeurs à encore oser ce cliché. Les conductrices, de plus en plus courtisées par les marques. En France, elles achètent un tiers des 2 millions de véhicules neufs vendus chaque année. 110 chevaux, ça me plaît. Compactes et maniables, les petites citadines font cette année le bonheur de dames attentives aux moindres détails. Moi je porte des lentilles, vous voyez, je regarde, quand j'ai quelque chose dans l'œil, c'est très pratique. Un bon point pour le miroir, mais il manque encore quelque chose. C'est quelque chose pour mettre le sac à main de madame, pour le sécuriser. Les petites voitures ont la cote, mais les plus gros modèles suscitent un intérêt croissant chez les femmes. Le 4x4, longtemps chasse gardée des hommes, c'est bel et bien terminé. Et les clichés résistent encore. En témoignent ces petites boutades enregistrées tout de même en 2011 dans le cadre d'un documentaire qui retrace les étapes de la lente démocratisation de la conduite au féminin. Après les statistiques, c'est les femmes qui ont le moins d'accidents. Oui, ah oui, alors putain qu'est-ce qu'elles en provoquent, hein, nom de Dieu. Moi la mienne elle a tellement peur d'en provoquer que quand on prend l'autoroute elle roule à 90. Bon du coup pour réduire mon budget vacances je prends plus l'autoroute maintenant, ça sert à rien. Allez, pour changer d'air, je vous amène chez Mimi Rider, un atelier de réparation de motos, couplé à une boutique d'accessoires destinée aux femmes tenues par Myriam, elle-même motarde. Elle aura d'ailleurs un moment pour s'exprimer au mondial de l'automobile. Alors, on est dans un local dédié à la moto et à la moto plus particulièrement féminine. Quand je dis féminine, en fait, c'est que j'ai une offre vestimentaire, équipementière, casque, gants, dirigée plus vers la femme, avec des choses un peu plus féminines que ce qu'on peut trouver dans les grandes enseignes. Voilà. Après, il y a une partie atelier qui est dirigée par un chef d'atelier là, qui est en vacances, mais qui est aussi dirigé par une mécanicienne. Voilà. Donc, on accueille toutes sortes de motos, on répare toutes sortes de motos. On n'est pas en discrimination avec les hommes, évidemment, puisqu'on accueille aussi des hommes, mais on a beaucoup de femmes qui viennent. Moi, personnellement, en fait, c'est parti de mon expérience à moi personnelle, où je trouvais qu'il n'y avait pas tellement d'offres et d'accueil assez féminin pour les femmes à moto. Voilà. Je voulais sortir des clichés de la femme à moto aussi. Pour moi, le cliché de femme à moto, c'est les femmes un peu trop masculines, quoi, qui ressemblent. Enfin, voilà. Pour moi, le cliché, c'est ça. Ou alors, c'est la femme beaucoup trop sexy sur une moto et qui fait pas de moto. Justement, la femme à moto, moi, c'est la partie moto dans ce mondial. Et du coup, ce que j'aimerais faire ressortir, c'est que si on table sur les femmes à moto ou en voiture ou en auto, dans tout poste qu'on peut leur proposer ou qu'elles aimeraient diriger, il faut laisser la place aux femmes, quoi. Vraiment. Il ne faut pas faire semblant de dire on va donner un peu d'espace aux femmes et tiens, on va leur faire une soirée. Il faut que ça pérennise. Il faut que ça aille plus loin et que, en fait, la sensibilité féminine dans ces domaines masculins est très importante pour faire continuer quelque chose qui commence, qui débute. Aujourd'hui, pour les constructeurs et vendeurs de bolides à 2 ou 4 roues, impossible de faire sans les femmes. Les mentalités changent, on est au XXIe siècle. Ouais, moi j'aime les belles voitures. J'aime les belles voitures et même puissantes. Elles roulent plus que jamais et achètent aussi, ce qui les positionne dans le rôle de la cliente à satisfaire. Les constructeurs décident donc de se mettre à la page. Ils cherchent à féminiser leurs équipes, comme chez Citroën. Je suis Linda Jackson, je suis directrice générale du groupe international Citroën. Je pense que nous, les femmes, nous voulons d'excellentes voitures qui sont non seulement belles, mais aussi puissantes et agréables à conduire. Donc, je pense que c'est très important d'être attentive aux acheteuses, car les femmes représentent 50% de la vente de nos voitures. Pour moi, c'est nécessaire que notre société continue d'évoluer en faveur des femmes et que la place des femmes dans l'industrie de l'automobile progresse dans le même sens. Aujourd'hui, je pense que nous avons besoin de plus de femmes encore. Et je pense que la raison pour laquelle je veux en parler au Mondial de l'automobile est que je veux encourager plus de femmes à rejoindre l'industrie de l'automobile. Beaucoup de choses se passent et vont se passer dans ce secteur dans les années à venir, 10 à 20 ans, et cela va être passionnant. Prochain épisode de Mondial.audio,
le moment où la modernité rime avec responsabilité.